ce dont on va vous parler ce soir, qui on est déjà, parce que forcément, on sort un petit peu de nulle part. Et puis, on va parler de ce fameux syndrome de l'imposteur, de qu'est-ce que c'est pas, depuis quand ça existe, depuis quand on en parle, depuis quand ça nous pollue, comment on peut s'en sortir et aussi les bénéfices. Parce que figurez-vous qu'aussi curieux que ça puisse paraître, il y a quelques avantages au syndrome de l'imposteur. Donc voilà, eh ben, écoute, je vais laisser la parole à Soline pour qu'elle nous dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, comment elle en est arrivée là. Donc vas-y, c'est à toi de jouer. Eh bien, bonsoir à tous déjà. Je suis arrivée là grâce au harcèlement d'Anne il y a quelques mois, à la suite d'un petit gros burn-out. Je me suis retrouvée à devoir réfléchir à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et en scrollant sur Internet, je suis tombée sur le site d'Anne qui proposait des formations. Donc tout un tas de formations, et notamment celle qui m'intéressait particulièrement, c'est celle d'assistante indépendante. Donc au début, j'avais envie, mais j'ai peur. Donc j'y suis pas allée tout de suite. Et puis Anne s'est dit, je vais pas la lâcher. Il me la faut, il me la faut. Je vais la harceler. Le pourquoi du comment, on commence un peu à savoir pourquoi. Mais en tout cas, dans un premier temps, j'étais pas sûre, je savais pas trop. Et puis Anne m'a pas lâchée, elle m'a motivée. Donc je me suis retrouvée à faire sa formation d'assistante indépendante. C'était un départ. Et puis au fur et à mesure de la formation et des séances de papotage que nous avons chaque jeudi. Enfin, au début, c'était chaque jeudi. Après, on a un petit peu changé l'organisation, mais au début, c'était chaque jeudi. Et ben, du coup, ça crée des liens et ça crée des discussions. Et on s'est retrouvés à discuter de ce magnifique programme de ce soir. Et donc, c'est pour ça que je suis là avec Anne. Un sujet qu'on comprend toutes les deux. Donc voilà. Qui nous perturbe encore. Hein, Oui, oui, oui. Qui nous perturbe encore beaucoup, où on a, je pense, déjà fait quelques petites adaptations, quelques réglages. Mais en tout cas, voilà, on a encore du job. Mais c'est bien de pouvoir en parler et d'expliquer un peu déjà le trajet qu'on a fait, le chemin. Et puis voilà, à ton tour. À mon tour. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes que je connais déjà parmi vous, donc je vais essayer de la faire courte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Herbellet, je suis là à l'heure actuelle la fondatrice d'Acaforco, organisme de formation, coaching et tout un tas de choses tournées vers l'humain et comment progresser, comment devenir meilleur, etc., etc. Et puis, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui, de toute façon, me poursuit depuis plusieurs années. Et effectivement, le fait de rencontrer des personnes comme Soline, par exemple, ou même Anissa qui est là, où on s'est dit, mais en fait, c'est un truc qui est un peu commun à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis on a creusé un petit peu les choses jusqu'à ce qu'on en arrive à se dire on va partager nos découvertes un petit peu comme des savants fous. On va partager nos découvertes avec des personnes qui en souffrent aussi. Donc c'est peut-être votre cas, et en tout cas vous n'êtes pas tout seul, on est plein et on va vous expliquer tout ça. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est pas? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant de savoir ce que c'est, on voudrait bien savoir ce que c'est pas. Et ce que c'est pas déjà, c'est une maladie ou une pathologie. C'est vrai que on a appelé ça un syndrome au départ, mais comme ça a toujours un petit peu une connotation médicale, un syndrome, ça veut forcément dire un souci, un problème, quelque chose qui ne va pas, etc. Ça s'appellerait un petit peu plus maintenant un complexe de l'imposteur, parce que finalement, c'est quand même moins flippant qu'un syndrome, parce qu'un syndrome, on a tout de suite l'impression qu'il va falloir se soigner, etc.
Donc ça reste quand même quelque chose qui est psychologique, hein. C'est pas juste un complexe du genre je suis trop grosse, je suis trop maigre, j'aime pas mes cheveux, etc., etc. C'est quand même psychologique, mais c'est pas une pathologie. Bien qu'il faille quand même être prudent pour se dire bon, il faudrait quand même pas que ça nous conduise à du stress, voire même du burn-out. Nous avons des candidats ici, n'est-ce pas, Soline? Où on peut, voilà, stress, dépression, burn-out, etc. Ça peut venir de là si on ne fait pas attention. Tout à fait. Et c'est donc oui, comme on disait, pas une maladie. C'est en soi pas grave parce que ça, même si c'est pas une maladie, ça se soigne. Bien évidemment, c'est un chemin. On a toute la vie pour apprendre à s'en débarrasser. On n'est pas obligé de. C'est pas parce que là on va en discuter, on va parler de certains exercices qu'on peut mettre en place. Ça ne veut pas dire que dans les 15 prochains jours, vous allez être débarrassé de tout ça. C'est un mécanisme en fait de protection qu'on met en place. Donc, c'est un exercice de toute une vie pour arriver à s'en débarrasser en bonne partie pour pas que ça devienne un frein. En tout cas, dans sa vie, soit pro, soit même perso. Et donc, qu'est-ce que c'est, Soline? Je te passe la parole. Éclaire-nous. Ben, qu'est-ce que c'est? Eh ben, si c'est pas une maladie, c'est en fait, c'est un système, comme je vous disais, de protection, de peur qu'on découvre que nous sommes finalement pas à notre place, qu'on n'a pas les compétences pour faire certaines tâches, que ce soit dans la vie privée pour la gestion en fait, de sa vie, mais plus particulièrement dans la vie professionnelle où on va se dire en fait qu'on est arrivé par là pour une raison injustifiée, avec des compétences que finalement on n'a pas, et on va se créer des masques qu'on va mettre un certain temps à enlever. Mais en tout cas, c'est voilà, la pose de masque et on se crée une image et du coup, on a l'impression qu'à un moment donné, on va nous démasquer et c'est là où du coup le syndrome prend vraiment toute son importance. C'est parce du coup on a une peur derrière d'être démasqué, alors que si c'est nous qui enlevons les masques et on est sûr que finalement on a bien les compétences, on peut arriver à vivre avec ce syndrome. Je mets des guillemets au mot syndrome. Qui finalement, voilà, c'est pas grave, mais on a effectivement peur d'être considéré comme un escroc, d'être là grâce à cause de, sans forcément se sentir légitime à la place dans laquelle on est. Hop, Donc voilà, un truc voilà. complètement injustifié en fait. Pour ceux qui ont vu Chicken Run, on dirait c'est dans ta tête, Monsieur Tweedy, quoi. C'est ça. Donc C'est c'est un ça. petit peu, ouais, c'est un peu ça. C'est assez magique. On est capable de faire tout un tas de trucs alors qu'on va forcément encourager nos proches, dire mais si, bien sûr, tu es capable, vas-y, tu vas la gagner cette compète, vas-y, tout va bien se passer, etc. Et dès que c'est pour nous, non, non, on est des gros nuls, on est bon à rien. Et en fait, si jamais quelqu'un s'en rend compte, on est mort, quoi. Donc voilà, déjà, on a déjà un petit peu dégrossi le truc, donc c'est pas bien grave, mais c'est dans ta tête, Monsieur Tweedy. C'est ça. C'est dans ta tête, avec tes copains dans ta tête. C'est ça. Quand en fait, je vous parle. Quand on Et, est plusieurs. voilà. Et de temps en temps, ça peut vous empêcher d'avancer. Souvent d'ailleurs, hein, c'est vrai Ouais. que ça nous empêche d'avancer, mais ça a des effets positifs. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir que c'est paradoxal, c'est intéressant et finalement, c'est pas si grave que ça, quoi. Quand on réussit un peu à canaliser ce truc-là, on va pas forcément en faire un atout, faut pas exagérer non plus, mais on peut facilement vivre avec et y trouver quelques avantages sans se torturer.
Donc voilà, donc ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que même si ça fait pas très longtemps qu'on en parle de syndrome de l'imposteur, bah, ça fait quand même un paquet d'années que ça existe, hein, puisque c'était en 1978. Alors moi j'étais née, mais pas Soline, privilège de l'âge. Et en fait, ce sont des psychologues qui ont découvert ce syndrome simplement en se rendant compte que leurs patients avaient tous le même problème. Partageaient toutes le sentiment, alors je dis toutes parce que les tests au départ ont été réalisés sur des femmes. Et en fait, elles se disaient toutes, bah, de toute façon, je mérite pas ce qui m'arrive, j'étais juste là au bon moment, j'ai eu de la chance, toutes ces choses que vous vous dites, en fait, quand vous refusez le fait d'être finalement compétent, de mériter ce qui vous arrive, quand vous êtes juste en mode, bah, j'ai de la chance, j'étais juste au bon moment, au bon endroit, vous êtes un petit peu en mode syndrome de l'imposteur. On vous enverra dans la journée de demain le compte-rendu de tout ça et vous aurez à la fin le test de Clance qui est le nom d'une des psychologues qui a travaillé sur ce sujet-là. Vous pourrez vous amuser à le remplir et voir où est-ce que vous en êtes dans l'échelle de ce bon vieux syndrome. Et le test de Clance, il est repris par pas mal de monde parce que du coup, il devient, enfin, il est un peu le syndrome. On va dire qu'on en parle. Enfin, il est connu depuis 1978, mais on peut dire que c'est assez récemment, ou je vais pas dire que c'est devenu à la mode, mais où c'est un peu mis sur le devant de la scène. Ça explique certains comportements et dans l'entrepreneuriat, c'est assez mis en avant. Et justement, il y a deux, trois personnalité, notamment moi, ce que je te disais, Anne, l'autre jour, c'était avec Laurie Tillman dans elle a fait, comme elle fait des bouquins au top, c'est sa marque en fait au top, et elle en a créé un pour les entrepreneurs. Et dedans, elle reprend le test qu'elle a mis à sa sauce, mais elle reprend le test et du coup, ça montre que on en parle de plus en plus et qu'il est pas mal des fois quand on a certains projets de se rendre compte grâce à ce test que c'est pas juste un effet de mode, que nous aussi on est touché quoi. Oui, c'est ça, c'est quand même intéressant de savoir que effectivement, c'est pas juste parce que tout le monde en parle et donc du coup, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Mais c'est vrai que ça commence quand même un petit peu à se diffuser et comme tu le dis si justement, ça explique certains comportements. Mmh. Et alors, comment ça se manifeste? Bon bah, alors là, on a quand même pas mal d'exemples. On va douter de sa propre valeur, de ses compétences. Donc ça, je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez tous un peu vécu ce genre de doute et de questions dans votre tête. Euh, le sentiment de ne pas mériter sa place. On attribue aussi cette réussite à des facteurs extérieurs. C'est bah, comme tout à l'heure, Anne, tu disais, j'étais au bon endroit, au bon moment. J'ai eu de la chance. Donc ça c'est en général quelque chose d'assez important. On a une faible estime de soi, faible confiance. On va toujours vouloir en faire plus dans le perfectionnisme. J'entends bah, des gens qui vont vouloir toujours aller vers des formations diplômantes, justifier en fait ses compétences grâce à des diplômes, grâce à des formations, alors que souvent on n'en a pas besoin. On va avoir une énorme exigence envers soi-même. Donc ça rejoint un peu le perfectionnisme, mais l'exigence, on va vraiment se mettre la barrière, la limite très haute, et on va toujours avoir besoin d'aller chercher le sommet. On va beaucoup se dénigrer, on va aussi refuser de recevoir certains compliments. Et ça d'ailleurs, ma coach m'a un petit peu appris comment faire pour éviter ça, le refus de recevoir les compliments. On peut mettre en place un moyen psychologique et puis un peu technique où dès qu'on nous fait un compliment, on dit juste merci. On oublie toutes les justifications qu'on voudrait donner. Dites merci et vous verrez, c'est une habitude, comme chaque habitude, il faut que ça se mette en place, ça met un petit temps. Essayez de repérer les moments où vous vous êtes justifié sur un compliment qu'on vous a fait. Ça peut être juste il est beau ton pantalon, on va justifier par oui, je l'ai acheté à tel endroit, écoute, tel prix. En fait, dites merci, on s'en fout de savoir où vous l'avez acheté. Franchement, c'est juste ce mot et vous verrez, juste en mettant le mécanisme du mot des remerciements, vous arriverez déjà un peu à casser certaines habitudes.
mauvaises habitudes d'ailleurs. Ensuite, on va avoir aussi la procrastination. Ça, je ne sais pas toi, Anne, mais moi, j'en suis la reine, je pense. Non, je ne suis pas concernée, moi, par la procrastination. J'avoue que Anne est peut-être un petit peu plus assidue que moi, mais en tout cas, ouais, je suis assez dans la procrastination et j'avais pas compris que c'est ce qui crée aussi les angoisses. Justement, quand on n'ose pas se mettre en mode on, en mode marche, du coup, on procrastine et tant qu'on ne met pas la marche avant, du coup, ça tourne en boucle. Et le syndrome prend bien sa place dans votre tête. Oui, si tu n'avances pas, c'est parce que tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas les compétences. Non, non, mais c'est même pas la peine de commencer. Tu ne vas pas aller au bout, ça ne sert à rien. On sent la pratique, quoi. On sent que tu les as bien tous, les rouages. Et puis, je pense qu'il y en a encore d'autres. Là, la liste, elle est non exhaustive, bien évidemment. Il y a le sentiment de ne pas être légitime et pas crédible dans ce qu'on fait. On peut vous donner l'exemple avant de commencer. C'est ça, avoir le syndrome de l'imposteur avant de faire un webi sur le syndrome de l'imposteur, là, on a atteint des sommets, quoi. C'est ça, on était ouais, jusqu'à il y a 10 minutes avant d'ouvrir, hein, on était sûrs de nous. On était sûrs d'avoir eu de la chance de vous avoir avec nous ce soir. On a eu forcément quelques doutes. Donc voilà, c'est un petit exemple. Voilà, comme toujours, et ça, il y en a plein d'autres. Tu veux nous décrire le process en images, parce que je sais que les images parlent mieux que 1000 mots. Oui, je peux. Donc là, c'est le mécanisme, c'est un peu ce qui se passe dans votre cerveau au moment où vous pouvez avoir un doute. Et le syndrome, en fait, c'est ce moment-là qui va se mettre en place. Donc, par exemple, on vous donne une mission à accomplir ou vous commencez un nouveau job ou enfin voilà, n'importe quelle tâche que vous pourriez avoir. Il y a quand vous êtes atteint de ce TOC, et bien du coup, vous allez mettre en place plusieurs phases. La première, c'est la phase d'anxiété. Là, on va avoir les mécanismes en fait qu'on vous a expliqué juste avant, doute, pas légitime, on se pose 15 000 questions, on n'y va pas, on a peur, etc. Donc la phase d'anxiété, elle est quand même assez présente. Et on arrive à l'autre phénomène, la procrastination. Donc ça, c'est ma partie. Ou alors l'inverse, mais au final, qui rejoint quand même l'effet de procrastination, parce que du coup, on va se surpréparer, mais ça va jamais nous mettre vraiment en mode action. Au final, on va être toujours dans la préparation, l'amont, peut-être que je dois encore faire ci avant de. Et du coup, au final, c'est un cercle vertueux et on n'avance pas. Mais finalement, quand on se met un petit coup de pied aux fesses ou alors qu'on a une personne aussi proche de nous qui peut peut-être nous donner un peu confiance et nous accompagner là-dedans, en général, on y arrive. Donc, on a la phase de réussite. Et donc, cette phase-là, en général, elle dure 3 millisecondes où on est content. On se dit, j'ai réussi. Et bam, le syndrome revient. Et donc, attribution du résultat, là-dedans, on entend quand justement on va vous féliciter, ça va être super. Et là, on dit j'ai eu de la chance. Ou alors, j'ai beaucoup travaillé. Au final, c'est les formations que j'ai reçues. J'y suis finalement pour rien. Donc, voilà. Donc, du coup, comme on n'y est pour rien, on dénigre. On dit pas merci. Du coup, on a un sentiment de tromper la personne ou les personnes avec qui on a pu travailler. Donc, ça reprend à chaque nouvelle mission, chaque tâche, chaque nouveau job. Et c'est un cercle vertueux. Et si à un moment donné, on ne le casse pas, eh bien, on reproduit ce schéma à vita aeternam, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser dans le chat. On y répondra tout à l'heure. On vous activera les micros si vous préférez parler. Donc, n'hésitez pas en attendant à mettre vos questions dans le chat. On y reviendra vers la fin. Par contre, faut que tu les lises toi s'il y en a, parce que moi, je ne les vois pas. Oui, d'accord. Je les lirai. Je les lirai. Ah,
Nous avons une main levée. Quelqu'un veut dire quelque chose. Anissa, dans le chat si tu veux, ou je ne sais pas, attends. Voilà, je t'ai autorisé le micro, il faut que tu l'actives chez toi, si tu veux dire quelque chose. Non. Merci, Nissa. Elle ne veut rien dire. Bon, ben, c'est pas grave, on va passer à la suite. Donc, Excusez-moi, c'était pour vous dire que je ne sais pas si c'est pareil chez les autres, mais chez moi, je n'ai pas de chat ouvert. Ah, alors c'était pour ça que moi je vois pas. c'est bizarre ça parce que tout à l'heure on a fait un test. Emmanuel a pu mettre quelque chose dans la conversation. Sandra vient de mettre un mot, donc je pense que si ça doit marcher. Donc dans conversation, Régine, bonsoir, bonsoir. Non, Anissa, écoute, normalement c'est peut-être que chez toi. Baby. D'accord, merci. Désolée. De rien, il n'y a pas de mal. Alors, on va vous parler maintenant des comportements identifiés. Bon, là, on va pas forcément s'éterniser dessus. Il y a 4 comportements qui ont été identifiés quand on est un petit peu victime du complexe de l'imposteur. Ça s'appelle même l'expérience de l'imposteur. On va peut-être dédramatiser complètement et appeler ça, on vit une expérience de l'imposteur. Donc, en fait, on va travailler rapidement et avec acharnement, comme on le disait au début, pour ne pas être démasqué, comme quoi on n'aurait pas les compétences qui vont bien. Donc, on est obligé de travailler beaucoup plus. C'est ce qu'on se dit, hein, bien sûr. On a aussi le sentiment de porter ce masque. On va dire ce qu'on pense que nos supérieurs et nos collègues ont envie d'entendre, ou notre entourage, etc., pour surtout ne pas se dévoiler. On va avoir tendance aussi à charmer. On cherche le réconfort dans nos capacités auprès de nos proches, auprès de nos supérieurs, auprès de nos collègues. Mais à force, on le fait tellement bien, ce truc-là, c'est que après, on n'est pas convaincu de nos compétences, mais on est convaincu qu'on est un très bon acteur parce qu'on a réussi à faire croire qu'on avait des capacités et donc qu'il fallait qu'on nous complimente. Donc là, on est vraiment déjà un petit peu en mode tordu. Il y a la modestie. Donc, en fait, quand on est toujours très, très modeste, on n'affiche pas notre confiance dans nos idées, dans nos compétences, etc. Donc, si on n'affiche pas notre confiance, il n'y a aucune chance qu'on soit mis au défi de l'éprouver. Donc, ces comportements-là, en fait, si vous voulez, ils vont tous entraîner un cercle vicieux et au final, on n'arrive pas à se débarrasser de ce complexe parce qu'on tourne sur soi-même, hein, comme Soline vous l'a expliqué avec le schéma le process en images. Donc voilà, on peut identifier des comportements, etc. Et donc maintenant, on va passer à un autre sujet, les causes possibles ou probables. Ça, c'est toi qui avait parlé, parce que l'autre jour, tu m'en as parlé de Eric Berne, les pilotes clandestins. Tu gères peut-être plus le sujet que moi là-dessus, non? Plus le sujet que toi, non, pas forcément. Mais je peux y aller, je peux y aller. Donc, en fait, les causes possibles ou les causes probables, alors parfois, il faut remonter un petit peu loin, et il faut aller jusque dans notre enfance. Dans notre enfance, on a tous subi plus ou moins ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle des pilotes clandestins, et qui sont au nombre de 5. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais un effort et dépêche-toi. Alors, je ne sais pas, oui, je sais, Soline, toi, tu m'avais dit que toi, tu en avais un 6e, c'était Boucle-là. C'est pas pour les mêmes raisons, tu m'as dit l'autre jour.
Donc c'est vrai que souvent c'est le soi parfait, enfin le fait un effort, le soi parfait, ça va donner un perfectionniste, ça va donner quelqu'un qui va sans cesse essayer de faire des choses toujours mieux parce que il est perfectionniste, parce qu'il faut que tout soit vraiment nickel, parce que il faut qu'il n'y ait rien à redire. Le soi fort, il faut qu'il soit déterminé, centré sur l'objectif. Il a pas droit à l'erreur, il n'a pas droit à la distraction, etc. Il faut qu'il soit vraiment la tête dans le guidon tout le temps. Le fait plaisir, c'est toujours un petit peu votre générosité est sans limite. Hein. On vous demande quelque chose, vous faites plaisir. On vous demande autre chose, vous faites plaisir. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les pilotes clandestins parce qu'en fait, on vous a tellement répété ça quand vous étiez petit que c'est devenu des réflexes. Maintenant, quelqu'un qui a été vraiment tout le temps avec le fait plaisir ou le fait un effort, il est conditionné. On lui demande quelque chose, il fait plaisir. Il ne se pose pas la question. Donc, c'est intéressant de savoir que ces trucs-là existent. Donc, ça a été identifié par Eric Berne, qui est le père de l'analyse transactionnelle, comme vous le savez tous. C'est un sujet assez passionnant. C'est par là aussi qu'on explique les sources de stress, etc. Donc ça, c'est l'une des causes possibles et probables, c'est que ça vienne de l'enfance par les pilotes clandestins. On a aussi nos bonnes vieilles croyances limitantes qu'on a pareil acquises au cours de notre enfance. On a cherché à satisfaire tout le monde, les ambitions des professeurs, des parents, etc., sans jamais se poser de questions sur nos ambitions à nous. Bah, forcément, on est des enfants, on n'a pas d'ambition, on ne peut pas savoir. Croyance limitante numéro 1. Et donc, toi, Soline, tu avais relevé que le sentiment d'imposture, il est aussi vachement encouragé par les réseaux sociaux. On se fatigue en fait à essayer d'attirer l'attention, on se sent un petit peu tout seul, un petit peu noyé, et donc il faut qu'on nous voit. Dans le parfait, le paraître, toujours. On doit montrer les images parfaites de nos vies. Et c'est un peu finalement, ça rentre dans ce syndrome où nous, c'est pas notre métier en fait de montrer sur les réseaux sociaux que des choses parfaites, mais on en vient à s'identifier à ces personnes qui en ont fait leur métier, donc les influenceurs ou les Marseillais, comme certains, comme on sait. Et bien du coup, on en vient à vouloir faire pareil, on montre que les belles choses de nos vies, et du coup, tout le monde le fait. Et au final, on en vient à vouloir que montrer la partie idéale de notre vie privée ou professionnelle, quoi. Donc au final, ouais, les réseaux sociaux, ils encouragent ce syndrome de l'imposteur finalement. Après, on a déjà parlé des croyances limitantes qui en général qui sont données par les parents. Ils attendent toujours plus de nous, la réussite professionnelle est leur mantra. Donc c'est jamais assez bien pour eux ou jamais trop élevé, on veut toujours plus. Et du coup aussi, on a l'absence de reconnaissance de ces qualités dans l'enfance. Donc là, pareil, on en revient aux parents ou aux professeurs même. Parce qu'on parle des parents, mais les profs aussi, ils poussent toujours à faire mieux, à faire plus, sans forcément féliciter au départ, sans encourager les efforts qui sont déjà faits. Donc du coup, on rentre dans un processus où on veut toujours contenter nos parents et les profs, sans forcément finalement avoir de récompense derrière, quoi. Bien triste tout ça. Ouais, ça donne pas envie, hein. Franchement, je suis en train de me dire, c'est vachement déprimant ce qu'on est en train de dire. Bon, et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on est beaucoup? On est plein. Ouais. On est plein. Nous sommes légion. Exactement, on est une armée. 70% de la population a déjà ressenti au moins une fois dans sa vie ce syndrome de l'imposteur, ce complexe de l'imposteur. Je sais pas comment on va l'appeler pour simplifier. Et comme tu disais tout à l'heure, le test, il avait d'abord été fait sur des femmes, 150. C'est pour ça que d'ailleurs, sur un panel de 150 femmes, on dit d'ailleurs beaucoup, désolé messieurs, ce n'est pas pour vous mettre à part, mais que le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus ressenti et relevé chez les femmes. Parce que du coup, elles ont besoin de faire toujours plus pour être légales de vous, messieurs. Et donc, c'est beaucoup plus les femmes, mais pas que. On vous oublie pas. Il y a
y a des catégories où certaines personnes, comme par exemple les autodidactes, tu en parlais tout à l'heure au début, quelqu'un qui a tout appris tout seul, même s'il est super compétent, il va toujours se sentir illégitime ou pas assez crédible parce qu'il n'a pas le papier obtenu à la fac qui dit tu es un gars super intelligent, tu as eu ton diplôme avec mention, etc. Donc tu as le droit de te sentir comme ça. D'accord. On vise personne hein, quand on dit non, quand on dit Quoi ça. On pense à personne quand on parle de ça, bien évidemment. Oh non. Non. Non, non, non. Ok, non, c'est pour être sûr. Arrête, hein, tu vas me remettre la pression. Donc, Je pensais qu'on avait un cas à étudier. un sujet. Ouais, un sujet là. Je ne suis pas un cobaye. Tu feras tes expériences ailleurs. D'accord. Donc, on a aussi les personnes présumées imposteurs. Ce sont les personnes à haut potentiel intellectuel. Est-ce qu'on aurait un sujet? Non. Qu'on appelle aussi des zèbres, évidemment, comme chacun sait. Toujours pas de sujet? Tu connais quelqu'un? Moi, non. Les artistes, les cadres supérieurs non diplômés, surtout ceux qui sont amenés à travailler avec des plus jeunes qu'eux, qui, eux, sont diplômés de grandes écoles. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué aussi pour les femmes qui exercent des métiers d'hommes. On va aussi souvent ce syndrome ou cette expérience, on va la retrouver chez des personnes qui paraissent de l'extérieur un petit peu instables, qui vont changer de job plusieurs fois dans leur carrière, on a l'impression qu'ils sont toujours un petit peu à la recherche d'eux-mêmes. C'est vrai que là, on a du sujet là. On va même retrouver dans ces personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur tout simplement les jeunes parents, parce qu'ils vont se demander, ils vont croire qu'ils sont de mauvais parents, donc ils vont faire semblant d'être de bons parents tout en ayant cette espèce de doute au fond de leur tête. Donc c'est vrai que c'est que comme tu le disais, on est vraiment une armée d'imposteurs avec tout un tas d'expériences différentes, avec un vécu différent. Dont on va vous parler un petit coup maintenant. Tu veux partager ton expérience la pire du syndrome de l'imposteur? Oui, je peux, en effet. Moi, la pire, c'était il y a maintenant 5 ans. C'est la pire parce que c'est celle où je l'ai vraiment maintenue pendant 4 ans et demi. Je suis rentrée dans une entreprise, une des plus grosses régies immobilières en Suisse romande. Parce que j'habite près de la Suisse pour ceux du coup qui me connaissent pas. Et donc j'ai travaillé, je suis rentrée. C'est très difficile de rentrer en Suisse si on n'a pas les contacts. Il se trouve que moi j'avais ma cousine qui travaillait dans cette entreprise. J'avais déjà essayé d'y rentrer 2 fois à la fin de mes études. Et c'est seulement à la 3e tentative que j'ai eu le droit à un entretien. Et c'est grâce au début, c'est ce que je me disais, c'était grâce à ma cousine si j'avais obtenu tout ça. Donc oui, c'est grâce à ma cousine que j'ai obtenu l'entretien. Et ensuite, à la fin des sélections, en fait, on m'a dit, on t'engage et on va te mettre dans l'équipe avec le dragon. Alors, le dragon était en fait la femme du directeur. Sauf que quand on vous dit ça, vous avez 21 ans, vous vous dites, bon, ça fait un petit peu peur quand même. On vous met avec le dragon qui a déjà évincé plusieurs candidats, qui à chaque fois qu'on lui a demandé si telle et telle personne faisait l'affaire, elle les a mis dehors. Et donc moi, on me dit, bah, on te met avec elle parce qu'au moins, c'est qui tout double. Donc déjà, on voit un petit peu le mécanisme à l'intérieur de sa tête, on se dit, bon, on va devoir vraiment donner tout. Et donc là, on va en faire encore plus que ce qui finalement nous est demandé. J'ai fait donc beaucoup, beaucoup plus et on m'avait dit que je resterais à ce poste pendant 2 ans, parce que c'était un poste en fait qui me permettait d'apprendre le métier de l'immobilier en Suisse. J'ai fait 6 mois avant d'être débauchée dans une autre équipe en poste fixe finalement. Donc j'étais contente et j'ai dit chais au directeur en mode tu m'avais dit 2 ans, j'ai fait 6 mois. Donc c'était une manière en fait de lui dire t'as vu finalement je suis meilleure que ce que tu pensais. Donc déjà premier point, enfin deuxième même avec le recrutement. Donc cette phase-là et ensuite je suis montée les échelons finalement assez vite parce qu'en 4 ans je suis devenue finalement au poste un des postes les plus hauts dans ma partie, dans mon domaine.
Et en fait, au bout de 4 ans et demi, j'ai craqué parce que du coup, j'arrivais plus à montrer que j'étais toujours meilleure et à cacher en fait que là, j'en pouvais plus. Que finalement, moi aussi, j'avais des failles, j'avais des faiblesses, mais par contre, en fait, si j'avais ces failles, c'était pas à cause que de moi. C'est qu'au niveau de l'entreprise, il y avait un souci, mais sauf que je me suis pas sentie légitime de mettre vraiment en avant les problèmes qu'il y avait dans la boîte. Et donc, j'ai mouru dans mon coin, petit feu, jusqu'à ce que je sois en craquage total, que je ne puisse plus me lever pour aller travailler. Et c'est seulement après une année d'arrêt que j'ai compris que finalement, je m'étais mise dans une spirale de masques où j'avais toujours voulu montrer plus et plus et plus. Parce qu'au départ, on m'avait dit que si on me mettait avec le dragon, il fallait que si je réussissais, c'est que c'était bon. Mais on me mettait avec le dragon et j'avais trop peur que le dragon découvre que finalement, je n'avais pas les compétences. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai un peu compris. Et tu comprendras toujours mieux plus demain encore, jeune padawan. C'est ça. Bon, et moi, c'est facile. Moi, je l'ai constamment, ce truc-là. C'est à chaque fois que je démarre un programme de coaching avec une nouvelle personne. Ah ouais, mais bon, je suis pas légitime, je suis pas crédible, je sais pas faire, je vais pas y arriver. Voilà, à chaque fois que je démarre une nouvelle formation avec un nouveau groupe, ah mais non, je vais pas y arriver. De toute façon, j'ai pas la compétence. Ils vont s'en rendre compte, ils vont me démasquer, etc., etc. Alors, j'ai de la chance par rapport à toi, c'est que moi, ça m'a pas conduit au burn-out ni rien. Mais c'est juste que à chaque fois, je me fais un coup de flip. Alors j'essaye de prendre ça à la légère et me dire, oh ben non, c'est juste le trac de l'artiste avant d'entrer en scène, etc. Mais bon, quelque part, je me mets un masque moi-même pour essayer de me flouer. Et en fait, voilà quoi. Donc, c'est un petit peu au quotidien. Il y a toujours un truc où je me dis, ah, c'est pas assez bien. Non, mais t'as pas le diplôme. Mais d'où c'est que tu vas coacher des gens? T'es pas coach. Et c'est vrai que bien souvent, les gens qui ont appris tout seuls, enfin en tout cas, c'est mon cas à moi, j'aurais trop peur de perdre la spontanéité, de perdre ce qui fait que finalement, il y a des personnes que j'arrive à aider, qui apprécient ce que je leur propose. Donc voilà, il faut simplement se dire que quand on a appris les choses seul, ça n'a pas moins de valeur que quand on a été les apprendre sur les bancs de l'école. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment, on va se dire, ouais, d'accord, ok, c'est pas si grave que ça. Carrément, carrément. Bon, comme on sait que c'est ça qui vous intéresse, on va y aller. Comment on s'en débarrasse? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on apprend à vivre avec? En mettant en place de bonnes habitudes, Anne. Ah, bien. Est-ce que tu peux nous les décrire, Soline? Bien sûr. J'avais trouvé en fait en fouillant un petit peu, je m'étais dit qu'il fallait se mettre dans un état d'esprit un peu plus positif, un peu sous forme de compliments, etc. Donc j'avais trouvé pas mal de petites habitudes. Et avant d'en arriver en fait à cette idée de se complimenter et de l'esprit positif, déjà il fallait en fait enlever tout ce qui était négatif autour de nous, que ce soit des personnes. Que par exemple, même un job, hein, si on veut mettre un job, mais toutes les choses en fait qui nous pompent de l'énergie et qui finalement nous mettent dans un état d'esprit qui ne sera pas combatif. Donc ça, c'est la première chose. Quand on a un doute dans nos compétences, si on est capable ou quoi de faire quelque chose ou de prendre un poste, moi j'aime bien mettre en place, faire une liste en fait de mes réalisations, de tout ce que j'ai déjà réussi. Ça va de ne pas avoir redoublé mon CP. Enfin voilà, on peut partir vraiment du truc le plus basique, de très ancien à vos dernières réalisations. Pour certaines de mes copines, par exemple, parce que j'ai vu que j'avais ma copine Aurélie qui est dans le coin, d'être devenue maman, moi je trouve que c'est déjà une bonne réussite. Et quand on est capable d'élever un enfant, déjà, je trouve qu'on est déjà pas mal. Et c'est bien des fois de se le rappeler, c'est des choses que la société estime que c'est normal, mais en fait non. Moi je trouve que c'est une super qualité, une super compétence. Donc voilà, ma psy m'avait dit, ma psy qui est coach du travail, m'avait dit de mettre un bocal transparent et à chaque réussite de remplir un petit papier et de le mettre dedans. Et quand on a un doute, c'est bien de le regarder.
et de voir qu'il se remplit et que finalement, on n'est pas si mauvais. D'arrêter de se comparer aux autres. On n'est pas pareil. Donc, ça sert à rien de regarder ce que le voisin il fait. Parce que vous êtes vraiment, mais totalement différents. Et ce qu'il fait lui ne peut très bien ne pas vous convenir, en fait. On n'est pas en compétition, vous êtes vous-même et faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Tu vas bien être désagréable partant de ce principe-là. Ah. En fait, la seule personne à qui on peut se comparer, c'est la personne qu'on était hier. C'est tout. Le but, c'est de devenir. Hein, t'as vu ça, c'est beau. Hein, et c'est de moi, hein, s'il te plaît. Hein. C'est de qui? Je note. C'est ça qui est important, en fait, c'est de ne pas effectivement chercher à se comparer. Il y aura toujours quelqu'un qui aura mieux réussi ou qui aura une plus belle voiture, une plus grosse maison. Enfin, c'est débile de se comparer aux autres, ça ne sert à rien. En plus, c'est contre-productif. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais... Non, et toi, tu disais aussi un truc très bien, je crois que tu dis dans certaines de tes formations, c'est est-ce que quand on se compare, c'est aussi est-ce qu'on aimerait la personne qu'on va devenir? Comment c'était ta phrase là? Est-ce que tu aimerais la personne que tu vas devenir en te comparant aux autres, en essayant de faire comme les autres? Est-ce que tu vas l'aimer, cette personne-là? C'est ça qui est important. Pas forcément, parce que c'est vrai qu'on en revient un petit peu à la magie des réseaux sociaux où quand on voit les gens qui ont l'air tellement heureux, qui ont des très très belles vies, etc., est-ce qu'on a envie de leur ressembler? Est-ce qu'on va aimer leur ressembler? Est-ce qu'on va aimer la personne qu'on devient en ressemblant à ces gens-là? Donc, on ne se compare pas aux autres, on se compare à qui on était hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mieux que ce que j'ai fait hier. Voilà. C'est le truc. Je pense que c'est un peu ce que se disent les sportifs. Je te demande à toi, parce que moi, tu sais bien que si tu fais du jogging, je te suis en voiture. Hein. Oui, on ne parle pas, je me suis brûlé les muscles, alors on ne va pas parler du sport. Mais c'est ce que se dirait un sportif. Oui, voilà. C'est ce que dirait un sportif. Ensuite, pour continuer dans cette petite liste, avoir à l'esprit que le semblable attire le semblable. Par là, on entend que le positif attire le positif. Donc, entourez-vous de personnes à l'esprit positif, combatif, des gens qui ont envie d'avancer, d'évoluer. Voilà, sans dire qu'on va grimper l'Himalaya, mais hein, Anne. Mais au moins lever la tête pour voir le sommet, quoi. C'est ça, voilà. Ensuite, trouver de nouvelles activités ou de nouveaux loisirs ou des sports qui vous font du bien. Parce que pareil, ça va mettre en route votre cerveau vers des choses qui vont vous faire évoluer, vous élever. Les affirmations positives aussi, elles font partie elles doivent faire partie de votre quotidien. Bon, des fois, on a un peu l'air un peu bête quand on s'écrit des phrases, on se les met sur des post-it, genre je suis la meilleure. Ouais, mais si, en fait, on est les meilleurs. Donc, on y va, on l'écrit, on l'affiche, on l'encadre, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas mal. En fond d'écran de votre téléphone, votre ordi, votre écran d'ordinateur de boulot, en tout cas, on le met partout. Je suis le ou la meilleure. Ensuite, tout à l'heure, quand je vous ai montré le schéma en fait du cercle vertueux du complexe de l'imposteur, on essaye en fait de repérer les schémas qu'on répète sans fin. L'idée en fait, c'est de les comprendre sans se juger, c'est important, et de savoir en fait à quel moment on peut essayer de le casser, quoi. Donc pareil, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 minutes. Ça, faut s'écouter, et comme je dis, c'est sans jugement. Ensuite, on en revient aux sportifs, développer une attitude de gagnant. Les sportifs, ça, ils l'apprennent dès leur centre de formation. Et nous aussi, en fait, on va le mettre en place. Ne pas ruminer le passé, ne pas... ça sert à rien, comme on disait tout à l'heure, on compare à celui qu'on était hier, mais on ne se juge pas, ça sert à rien. Et on regarde en fait l'avant. Et ça, établir une liste de choses à faire, bucket list, moi, ça m'aide à procrastiner beaucoup cette chose. Une fois que je l'ai notée, je me dis que c'est génial, mais... Oui, mais il ne faut pas te contenter de la noter, il faut la planifier. Moi, je suis encore pas là. Vous voyez, je n'en suis pas là encore. Tu progresses, c'est pas grave, c'est mieux qu'hier. C'est ça, mais en tout cas, oui, ça aide du moins à vider sa tête, en tout cas.
Ça aide à vider sa tête et puis ça permet de lister des projets, des trucs qu'on a envie de faire. À la base, ce qui est quand même rigolo à savoir, c'est que la bucket list, c'était pas très rigolo déjà au départ parce qu'en fait, c'était, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant de mourir? Donc c'est vrai que ça peut paraître, pas très fun comme ça, mais c'est vrai qu'au final, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire avant de mourir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont super importantes qu'on veut faire? Et donc c'est un truc à pourquoi pas à se noter, et à faire cette liste de choses. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est pas des choses que vous allez, forcément culpabiliser si vous les réalisez pas, c'est juste avoir un petit peu des envies, des projets, pour, ben, rester en mouvement toujours, rester en mouvement avec des buts, des objectifs, plutôt que de rester, avec votre masque et à vous dire: «De toute façon, je suis bon à rien, ça sert à rien que j'ai envie de faire des trucs parce que j'y arriverai pas, parce que je suis pas capable, je suis pas crédible», toutes ces choses-là. Mmh. Et le dernier point, le mood board, tu veux pas en parler, toi? Pourquoi toi, tu es toujours de mauvaise mood? Ouais, je suis un peu mauvaise mood. Non, je rigole, mais c'est pas trop, si Oui, c'est c'est pas trop ton truc, c'est plus moi, parce que tout est licorne et paillettes. moi, je l'ai pas encore appliqué, donc du coup, Bah, en fait, le mood board, tout simplement, c'est un tableau que vous pouvez faire, numériquement ou avec un tableau en liège ou un tableau blanc. Enfin bon, bref, ça, c'est vous qui choisissez le support et en fait, le but de ce mood board, c'est de chercher tout un tas de choses qui vous font plaisir. Ça peut être des citations, ça peut être des images, ça peut être, des titres de chansons, ça peut être des affiches de films, ça peut être tout et n'importe quoi qui, en fait, quand vous passez une journée un petit peu merdique, on va pas avoir peur des mots parce qu'il faut appeler un chat et que, vous êtes un peu vraiment en mode, «Ouais, c'est nul, j'ai une vie qui me convient pas» et cetera et cetera. C'est de savoir que vous avez ce truc qui est là, qui finalement c'est votre espèce de bulle, et où vous allez avoir toutes ces choses positives qui vont vous remettre de bonne humeur. Donc, voilà pourquoi le mood board, c'est un tableau, d'humeur. Alors c'est vrai que c'est pas écrit que c'est de la good mood, mais c'est un peu sous-jacent. Forcément, on va pas vous demander de faire un mood board avec, tous les trucs qui vous enquiquinent. Ce serait un peu déprimant. Encore que, après, si ça sert de cible pour des fléchettes ou, du pistolet à plomb, pourquoi pas? moi, j'y ai mis aussi les objectifs, alors pas forcément professionnels ou de warrior, hein, c'est des objectifs, du style, apprendre à faire du yoga ou, faire de la méditation, des trucs un petit peu cool. C'est plus ce genre de choses que j'ai mis dessus aussi. Et pourquoi pas? Voilà. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On verra à la fin de l'année après si, si j'ai réussi. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal, c'est joli. Avec Bah, du écoute, magazine, de toute etc. façon, J'avais fait ce qui est important, c'est que ce soit le tien, quoi. En fait, Mm. c'est ça, c'est à chaque fois que, en fait, c'est quelque chose qui vous est propre. Donc, vous avez même pas besoin de le montrer, de le partager avec la terre entière. C'est votre truc à vous. Exactement. Et donc, du coup, ce qui est important aussi, un point qu'on oublie, mais pareil, ça revient un peu à la mode, on l'entend, c'est réveiller son enfant intérieur, se rappeler en fait des petites choses euh, que lorsqu'on était enfant nous faisait du bien, réveiller son côté créatif. Les enfants, en fait, ils sont assez spontanés au niveau de leurs émotions. Et bien nous, en fait, c'est se rapprocher de nos émotions, d'essayer de se reconnecter à ça, euh, afin de pouvoir un peu mieux se comprendre. Donc, bah, il faut apprendre tout simplement à s'écouter. La méditation, c'est aussi le truc à la mode, c'est compliqué, tout le monde n'y arrive pas, mais il y a plusieurs types de méditation. On peut aussi faire de la méditation en dessinant, en écoutant de la musique. On n'a pas besoin d'être assis en mode Bouddha sur un fauteuil ou assis en tailleur. Il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez aller voir pas mal de vidéos sur Internet. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être adaptées à tout type de personnes et à tout type de période aussi dans notre vie. Parce qu'en fonction de notre période, on n'a pas les mêmes besoins. Le sport, le yoga, les exercices de respiration. C'est des bons outils, mais pas, voilà, chacun le sien, chacun choisit un peu dans cette palette d'outils celui qui lui correspond. Et il n'y a pas longtemps, en fait, quand on s'est mis à réfléchir sur le sujet du syndrome de l'imposteur, euh, Anne m'appelle le fouillologue. Euh, Donc, forcément, qui dit fouillologue dit que je suis allée fouiller.
et j'ai déniché un petit livre qui s'appelle « Si tu as cru au Père Noël pendant 6 ans, tu peux bien croire en toi pendant 5 minutes ». Donc, il y a pas mal d'exercices. J'ai commencé, je ne vous dis pas que je l'ai fini parce que je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Donc, mais il y a pas mal d'exercices qui vous permettraient en fait de casser en fait ce syndrome. Vous allez avoir en fait les schémas que vous pouvez répéter. Et puis, bah, comment il y a une détox en fait. J'avais bien aimé la détox sentiment d'imposture. Donc, je vous conseille d'aller la faire. Moi, je l'ai commencé. Donc, en tout cas, il est pas mal. Et puis, il y a pas mal d'autres livres, notamment Foutez-vous la paix, l'art subtil, l'art, comment Art c'est? subtil du j'en ai rien à foutre. De s'en foutre, exactement. C'est plein de petits bouquins qui peuvent vous aider dans cette nouvelle vie pour casser ce syndrome de l'imposteur. Voilà, cette nouvelle vie sans syndrome. Exactement. Donc voilà, grand nombre d'exercices, à vous de choisir les vôtres. Et puis, dernière chose, c'est moi, en tout cas, je fais partie de ces gens. Après, chacun a sa technique, mais moi, j'ai pris la décision de me faire accompagner. Alors, au départ, je l'appelais ma psy. En fait, elle est coach. C'est vachement plus classe. Non, mais elle est psychologue du travail, mais coach surtout, parce qu'elle n'est pas juste là sur son divan à m'écouter pleurer. Oui, c'est toi qui es sur le divan. Si ta psy est sur le divan, c'est déjà mal barré. Là, en fauteuil, il est hyper confort. Hein. Non, mais voilà, pour dire, oui, chacun choisit son outil, coach tout seul, sport, les exercices, enfin voilà. Mais des fois, c'est pas mal d'avoir un œil extérieur et quelqu'un de neutre pour nous accompagner, en tout cas. On devrait tous y aller. Voilà, c'est un peu coaching collectif. Voilà. Bon, et puis, on va aborder le dernier point qui est celui des bénéfices. Parce qu'il y a quelques bénéfices. Alors, il n'y en a pas des masses. Hein. Vous n'allez pas sortir de là et vous dire « Ouais, génial, j'ai le syndrome de l'imposteur. Hein ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, comme vous avez l'impression de porter un masque, comme vous pensez que vous n'êtes pas compétent, ou en tout cas pas assez compétent, en fait, vous n'allez jamais rester sur vos acquis. Toujours envie de vous améliorer, d'apprendre plus de trucs, de chercher encore des moyens d'avoir encore plus de compétences que vous n'allez jamais admettre que vous avez. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est le bénéfice, c'est que vous vous reposez jamais sur ce que vous êtes. Vous avez toujours envie d'aller plus loin. Donc, quelque part, c'est quand même un bon point. Ça évite un petit peu de s'encrouter et de garder l'esprit vif et avoir toujours cette soif d'apprendre. Vous allez aussi peut-être augmenter votre niveau d'exigence. Alors, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que vous êtes déjà très exigeant envers vous-même, forcément, puisque vous avez l'impression de tromper tout le monde. Mais vous allez l'améliorer, ce niveau d'exigence, peut-être plus sainement, en ayant des objectifs qui sont un peu plus réalisables ou en tout cas un petit peu plus en accord avec ce que vous voulez être et ce que vous ne voulez plus paraître. Vous apprenez à mieux vous connaître parce que vous allez vous amuser dans les exercices à mettre par écrit vos qualités et vos compétences. Parce que même si vous êtes persuadé du contraire, vous en avez. Des qualités et des compétences, on en a tous. Il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas. Vous allez améliorer votre esprit, votre côté relationnel en ayant l'esprit plus ouvert et donc du coup, vous aurez des relations, interpersonnelles meilleures parce que, comme vous n'avez pas du tout confiance en vous, vous allez écouter beaucoup les autres pour éviter vous de parler. Donc quelque part, vous allez passer pour l'oreille attentive du groupe, donc c'est encore un peu une imposture si on y réfléchit, mais ça peut vous permettre aussi d'avoir moins le sentiment d'imposture parce qu'en fait, vous vous dites: «Bon, OK, j'ai pas confiance dans mes compétences, mais au moins je sais écouter les autres» et ça, c'est important. Voilà, on a été un petit peu plus vite, sur la fin. Je suis désolée, mais c'est vrai que je vais pas non plus, vous empêcher de dormir. On peut en parler encore, toute la soirée. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer vos micros ou vous allez mettre vos questions dans le chat si vous en avez, n'hésitez pas. Parce que, si on peut répondre à vos questions. Donc là, j'autorise vos micros. Si vous voulez parler, il suffit de les désactiver, de les activer pardon, chez vous. Hop.
Alors, qu'est-ce que j'ai eu dans le chat? Ah, j'ai Sandra qui a dit qu'elle venait de comprendre plein de choses sur elle. Eh ben, c'est super, Sandra. C'était le but de l'opération, un petit peu que justement, on puisse comprendre plus de choses sur nous et se sentir un peu moins seul aussi. On est une armée, on a dit. On est une armée, on est plein. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas. Eh ben merci. Merci pour le commentaire qui me dit un super Webi, bravo. Je pense que ça va aider de nombreuses personnes. Merci beaucoup. Eh ben j'espère. C'était en tout cas le but de l'opération. Tout à fait. Ah oui, Brunhilde, ah bah oui, comme D'accord, ok. Ok, les autres, est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Régine, oui, beaucoup de vérité, oui, ça. Ok, s'il n'y a pas plus de questions que ça, merci Aurélie d'être venue. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints ce soir. Et puis, il y en aura sans doute d'autres, hein, donc on ne manquera pas de vous dire Régine, merci. Vous avez tellement bien décrit que les questions ne viennent pas. On a essayé de tout anticiper. Ah, Coralie se reconnaît bien dans ce qui a été dit. Bon, il faut faire un petit peu de travail et surtout être convaincu qu'on a les compétences parce que on les a. Et comme ma coach dit souvent, on a toute une vie pour apprendre. Donc, c'est pour ça, sans pression, sans jugement, sans rien, et on y arrivera tous. Sans jugement, sans aucune culpabilité, sans frustration, on avance tous à son rythme et c'est ce qui fait d'ailleurs notre richesse et c'est ce qui fait que on ne veut pas se comparer aux autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller plus vite que vous, mais il va peut-être aller moins loin. Pardon, c'était naturel. Bon, en tout cas, merci. Il y a Emmanuel qui nous dit merci à vous deux, mais de rien, c'était un plaisir. Merci. Merci de votre écoute. Merci beaucoup à tous. Ah, Anissa veut parler, mais vas-y donc, Anissa. Merci beaucoup. Je ne peux pas commenter, mais merci, c'était super. Merci. Super, merci Anissa en tout cas d'être venue assister à... Merci à vous, c'était très complet et puis je rejoins l'ensemble des participantes sur les commentaires. Oh, merci, c'est gentil. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci bien. Merci Coralie.